Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi à Conakry. Il a été question de booster le secteur énergétique, notamment avec le projet d'électrification rurale, la problématique de la délivrance des passeports biométriques aux Guinéens de l'étranger et d'autres sujets importants que vous suivrez dans ce journal. Nouveau coup de filet réussi de la gendarmerie nationale. Elle vient de mettre le grappin sur 9 présumés voleurs qu'elle a présentés ce vendredi à la presse. Ils sont accusés d'avoir attaqué une boutique à Madina et emporté une somme estimée à 3 milliards de francs guinéens. La plupart des présumés malfrats arrêtés seraient des récidivistes. C'était la joie dans les rues sud-coréennes après la décision de la Cour constitutionnelle d'entériner la destitution de la présidente Park Geun-hye. Un scandale de corruption est à la base de son départ. Et bienvenue à tous, nous ouvrons ce journal par cette information qui nous vient tout droit de Dakar, c'est au Sénégal. L'ancien aide de camp de Dadis Camara, arrêté récemment, sera bel et bien extradé en Guinée. Le décret pour l'extradition de Toumba Diakité aurait été signé depuis le 10 février par le président sénégalais Macky Sall, suite à une demande faite par la Guinée. Selon nos informations, l'extradition de Toumba pourrait se faire avant le 13 mars. Le commandant Toumba Diakité devra répondre de plusieurs chefs d'accusation devant la justice guinéenne. Il est considéré comme l'un des principaux auteurs des massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Il est aussi accusé de tentative d'assassinat de Dadis Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne dont il était l'aide de camp. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comme annoncé dans les titres, le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi sous la présidence du chef de l'État. Au menu de cette session ordinaire, le secteur énergétique avec le projet d'électrification rurale. Il a été aussi question de la problématique de délivrance des passeports biométriques aux Guinéens vivant à l'étranger. Compte rendu, Mamadou Boydialo, Aliouba. Parmi les points abordés au cours de cette session, le secteur de l'énergie. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence guinéenne d'électrification rurale en abrégé AGER. Objectif, faire face à la problématique du développement de l'électrification rurale. Les principales contraintes dans le développement de l'électrification rurale demeurent le manque de ressources pour financer les investissements et l'absence de cadre institutionnel approprié. Selon les statistiques, près de 80% de la population n'a toujours pas accès au réseau national d'électricité, ni même à aucune source d'électricité. D'où la nécessité de construire des barrages hydroélectriques. De procéder au lancement de l'appel d'offres concernant les 4 barrages hydroélectriques programmés pour la Guinée dans le cadre du programme intégré de l'électrification rurale. Cette décision résulte du dernier conseil d'administration de l'initiative africaine des énergies renouvelables et concerne les localités de Kindia, Tougué, Massanta et Dabola. Le chef de l'État a invité le gouvernement à prendre des mesures concernant la délivrance des passeports biométriques aux Guinéens de l'étranger. Le chef de l'État a demandé que toutes les dispositions soient prises pour que nos représentations diplomatiques puissent délivrer des passeports biométriques à nos compatriotes à l'étranger, et ce, dans les meilleurs délais. La construction des barrages hydroélectriques reste sans doute une solution pour l'électrification du pays où la desserte reste perturbée. Au titre de la communication lors de cette même session ordinaire, le président de la République a, dans sa communication, fait mention de l'exécution des dépenses budgétaires de l'État et sur les modalités de versement des subventions en faveur des collectivités. Il a aussi abordé la situation du centre de recherche et de la valorisation des plantes médicales de Dubreka. Compte rendu, Kadia Diallo. Le Conseil des ministres a statué sur la déconcentration de l'exécution des dépenses budgétaires de l'État. Dans le même ordre d'idées,
Une remarque attentive a été faite par le ministre du Budget relative aux modalités de versement des subventions en faveur des collectivités locales. Les principales dispositions législatives et réglementaires régissant la mobilisation des ressources des dépenses budgétaires, exercice 2017, ont été rappelées aux ordonnateurs principaux. L'initiative de la dépense publique relève au niveau central des ordonnateurs principaux et de leurs délégués, au niveau des régions, des gouverneurs et des préfets, et à l'extérieur des chefs de mission diplomatiques, que ce soit les ambassadeurs ou les représentants permanents. Ensuite, que le paiement de la dépense est effectué au niveau central, soit par l'agence comptable centrale du Trésor, soit par la pairie générale. Au niveau des régions, par les trésoriers régionaux et les trésoriers préfectoraux, et à l'extérieur, par les payeurs des ambassades. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a attiré l'attention du Conseil sur la nécessité de répondre aux besoins du Centre de recherche et de la valorisation des plantes médicales de Dubreka, l'une des meilleures institutions de recherche que le pays s'est doté. Ces programmes de recherche ont produit plusieurs médicaments, à savoir les antipaludiens, les antidiabétiques, les compléments alimentaires et les anti-inflammatoires. Malheureusement, depuis le lancement du lotissement du village de Kopéré en 2011, l'espace attribué à ce centre fait l'objet d'agressions multiples et continues. Le ministre a informé qu'en 2014, soit 14 ans après son installation, le centre a été assigné en justice pour déguerpissement et depuis cette date, faute de décisions et de mesures appropriées suite à des menaces verbales insistantes, les chercheurs du centre subissent une situation de démoralisation et de découragement. Le ministre de l'Enseignement supérieur a sollicité l'appui du Conseil pour l'obtention d'une solution durable devant permettre l'implantation effective des infrastructures du site de Kopéré pour favoriser le bon fonctionnement des laboratoires. Le Conseil approuve et exhorte au ministre de procéder à la clôture du centre de recherche et de la valorisation des plantes médicales. Et puis, la République du Ghana a célébré le 6 mars dernier le 60e anniversaire de son indépendance. La Guinée était représentée à cette cérémonie par le Premier ministre Mamadi Youla à la tête d'une importante délégation. Un accueil assez chaleureux a été réservé au chef du gouvernement guinéen et à sa suite. Images et commentaires avec Malik Sangiana Kamara. À son arrivée en terre ghanéenne, le chef du gouvernement a été accueilli par Atiko Afissa Djaba, ministre du Genre et de la Protection sociale, avec tous les honneurs dus à son rang. Au cours de cette célébration solennelle qui s'est déroulée à la place de l'indépendance, le président Nana Akufo-Addo a tenu à rendre un hommage appuyé au père de l'indépendance ghanéenne Kwame Nkrumah et à ses compagnons de lutte qui ont tracé la voie pour les générations futures en matière d'éducation, de patriotisme et de développement. La cérémonie a également été marquée par une impressionnante parade militaro-civile suivie de l'allument de la flamme de l'indépendance au pied de la stèle dédiée au président Kwame Nkrumah. À l'issue de cette cérémonie, le Premier ministre guinéen, chef du gouvernement, a été reçu en audience par le président Akufo-Addo. Au cours de ce tête-à-tête, le Premier ministre Mamadi Youla a transmis le message du président de la République, un message d'amitié qui traduit la volonté de solidifier davantage les liens historiques entre les deux pays à travers une coopération gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique à nos deux populations. La rencontre sur la gouvernance des ressources naturelles et la prévention des conflits débouche sur des points de recommandation. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme de meilleure gouvernance des ressources naturelles et une forte implication des localités abritant les sites miniers. Djibril Ba signe ce reportage. C'est une déclaration qui sépare les acteurs impliqués pour la gouvernance des ressources naturelles et la consolidation de la paix. Il s'engage sérieusement à mettre en valeur toutes les notions reçues durant les 3 jours de concertation, qui en grande partie ont été axées sur les ressources naturelles. Et nous nous engageons à restituer toutes les connaissances et stratégies acquises dans le cadre de cet atelier multi-acteurs, tant au niveau de nos organisations respectives qu'au niveau des communautés impliquées de manière formelle ou informelle dans les initiatives dédiées à la prévention des conflits liés à la gestion des ressources naturelles en République de Guinée. L'initiative a été appréciée par tous les participants et les enseignements de cette rencontre vont s'étendre à d'autres pays.
Même si les expériences sont nuancées, reconnaissent les organisateurs. Maintenant, l'inclusion n'est pas suffisante. Ici, il s'agira pour vous participants, pour vous acteurs de la société civile, pour vous députés qui étaient là, pour vous ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, ministère des Mines, de la Géologie, donc, et ministère de l'Unité nationale de la citoyenneté, de pouvoir s'approprier de cette déclaration, de ces engagements pour la mise en œuvre. Outillés, les participants ne demandent qu'à la sortie de cette formation des suppléments aux autorités pour rendre effectives leurs attentes. C'est qu'on peut dire qu'on a besoin de connaissances supplémentaires et d'approfondissement sur la législation minière en Guinée, parce que beaucoup d'intervenants ont reconnu ici que les codes miniers ont changé au fil du temps. La gouvernance des ressources naturelles et la prévention des conflits est une thématique qui interpelle le continent africain. Elle restera toujours la préoccupation des pays car les inégalités et les modes de gouvernance sont source de conflits. Je vous l'annonçais également dans les titres, la gendarmerie nationale vient à nouveau de réussir son coup à travers l'arrestation de 6 présumés voleurs qui ont été présentés ce vendredi à la presse. Les personnes arrêtées auraient il y a quelques mois attaqué une boutique à Madina en important avec eux d'importantes sommes d'argent qui s'élèvent à 3 milliards de francs guinéens. Karamba Diaby, le cerveau de cette bande, serait un récidiviste arrêté il n'y a pas longtemps pour vol à main armée. Mohamed Valek Touré et Mohamed Aluseni Kamara y étaient pour nous suivis. 3 milliards de francs guinéens, c'est la somme qu'auraient emporté ces présumés auteurs de l'attaque au soir du 14 février au grand marché de Madina. À l'issue de cette attaque, la brigade de recherche de Matam a réussi à mettre aux arrêts ces présumés auteurs. L'instigateur ayant conduit les opérations déroule le film. L'affaire ici, il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent. Je dis ok, moi je travaille là, mais cette fois-ci, peut-être on va voir comment je peux faire pour vous. C'est comme ça que je l'ai étudié, je lui ai donné les solutions quoi. Maintenant, ils ont fait l'attaque quand même. Je l'ai toujours dit. J'ai dit Karamba ne prend pas de fusil ou quoi que ce soit. Déjà, après maintenant, c'est le chef. Après opération, Kerno Samissi, chauffeur de la bande, a conduit son équipe chez son beau-frère pour le partage du butin. On m'a appelé maintenant, moi aussi j'ai pris ma voiture, je suis parti là-bas. Ils ont embarqué certains cartons dans ma voiture. Ils ont embarqué aussi certains cartons dans le véhicule de l'autre. Maintenant on est parti. On est parti jusqu'au Anko 5, après Anko 5 là où on appelle Satodo. Ils ont dit là-bas, ah, comme j'ai vu leur mouvement, ah, où on va aller partager là-dedans, on va envoyer là-bas, on va là-bas. J'ai dit non. Maintenant comme j'ai vu leur intention, j'ai dit maintenant, allons chez mon beau. On va aller partager l'argent là-bas. J'ai dit, je peux vous amener là-bas, on va aller partager l'argent. C'est dans ce cas que je l'ai pris, maintenant, on est parti chez eux. Ces présumés voleurs ont été épinglés par la brigade de recherche de Matam. Des PMAK et des pistolets TT-30, des tenailles sont les armes qu'ils détenaient, suivies des armes blanches. Parmi eux, Karamba Diaby alias Kézer, récidiviste en cavale. Le haut commandement de la gendarmerie est outré. Pourquoi ? Parce que ce même Karamba Diaby, l'année dernière, a été interpellé par l'escadron de gendarmerie mobile numéro 17 de Dabompa et déféré pour vol à main armée. C'est ce même Karamba Diaby qu'on retrouve encore dans cette attaque au niveau de Madina. Karamba Diaby, ancien détenu de la prison centrale de Conakry, dit être de connivence avec certains gardes pénitentiaires dont il aurait promis 35 millions de francs guinéens. Et terminons la page nation de cette édition par ce don de l'ONG Femmes Développement des droits humains en Guinée au centre Sogué. Des équipements sportifs composés de maillots et des documents ont été offerts aux enfants malvoyants de ce centre. Un débat sur l'autonomisation des femmes a également été organisé par cette ONG, une activité qui se situe dans le cadre de la célébration de la fête des femmes. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahima Awal, Kamara. La communication a porté sur l'autonomisation de la couche féminine. Le constat qui se dégage est tout simple. Même les femmes qui se portent bien ont du mal à se frayer un chemin, à plus forte raison celles qui ont un handicap.
Les intervenants sont tous unanimes. Pour vaincre le mal, il faut une formation de cette couche vulnérable. On a parlé d'autonomisation des femmes, on a parlé d'équité, on a parlé d'égalité, mais la base c'est la formation. Même dans les pays développés, l'égalité entre les couches sociales ou l'autonomisation des femmes pose problème. La conseillère culturelle à l'ambassade des États-Unis admet que c'est une lutte permanente. Les défis, mais aussi les bénéfices de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je veux dire, aux États-Unis aussi, il y a des changements, le développement. Vous savez, le 8 mars, nous avons célébré le Jour international des femmes. L'ONG F2DH, en plus de la sensibilisation, a apporté des équipements aux élèves. J'ai rencontré récemment un jeune enfant, un non-voyant mais hyper intelligent, mais dont les parents n'avaient pas les moyens de l'inscrire. Alors on l'a inscrit ici, ça m'a permis de voir beaucoup de choses et on a donc acheté ces maillots pour leur permettre de pratiquer le sport parce qu'ils font l'éducation civique mais aussi du matériel didactique de façon symbolique parce que le matériel qu'ils utilisent ici est très cher, tout vient de l'étranger. Toutes les couches sociales méritent une assistance de l'État. Les plus vulnérables doivent avoir une attention particulière des acteurs sociaux. Bien sûr, il y a une attention particulière qui doit être portée pour des personnes les plus fragiles, les plus en difficulté. Et ça, c'est aussi ce principe d'humanité et de solidarité qui doit guider toutes les actions humaines et toutes les actions politiques les plus nobles. Le directeur national de l'action sociale annonce la construction d'une école des aveugles à Kankan. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi où que vous soyez. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Et surtout, restez avec nous, nos programmes continuent. Au revoir.